Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Fred Lordino, 4e vice-président de l'Assemblée de Martinique et éditorialiste à Zouk TV concernant les différentes plénières de la CTM. Bonjour, M. Lordino, comment allez-vous? Bonjour Mano, bonjour à toutes et à tous. Ça va bien? Tranquille, après 2 jours de plénière assez animés, mais marqués par un épisode c'est celui de l'abandon de la plénière en présentiel, puisque la plénière a commencé avec des élus en présentiel dans la salle à Plateau-Roi et d'autres chez eux, comme moi. D'autres, nous avions choisi la visioconférence. Eh bien, fiasco total. Le deuxième jour, tout le monde est revenu en visioconférence. Ce qui montre bien l'impréparation actuelle et comment l'exécutif, le président du conseil exécutif, a raté le traitement de la crise sanitaire en Martinique. C'est un exemple patent. Et puis, je voudrais lancer un appel à tous les collaborateurs de la collectivité, tous les salariés, pour les inviter à aller faire un test et pour savoir quelle est la situation, parce que en fait, il y a eu une difficulté qui peut mettre aujourd'hui certains salariés et même certains collègues élus aussi face au virus. Donc il faut faire un test pour éviter une contamination. On est dans une période très grave là. Il y aura de nouvelles mesures certainement annoncées par le préfet. Mais surtout, c'est l'illustration de l'échec de la gouvernance actuelle qui n'a pas réussi à mettre en place une stratégie vaccinale appropriée, faire qu'il y ait un maximum de Martiniquaises et de Martiniquais vaccinés. Aujourd'hui, l'Union européenne a adopté le passeport vaccinal. Ce sont donc les pays qui auront les personnes vaccinées qui pourront redémarrer les activités économiques, culturelles et autres. Voilà donc un exemple de l'impréparation, je dirais, de l'incompétence des personnes qui dirigent aujourd'hui le pays. Alors, la pandémie, ça m'a redoublé là, puisqu'il semblerait qu'il y a beaucoup de cas, nouveaux cas chaque jour, et que l'hôpital commence à être à saturation. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce côté-là? J'ai quelques nouvelles assez mauvaises. Ce matin, en préfecture, il y a une réunion avec les responsables. On verra ce qui sera décidé pour le renforcement des mesures. Éventuellement, d'après ce que j'entends, un nouveau reconfinement. J'espère qu'on n'ira pas à cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'hôpital, notre centre hospitalier universitaire, est presque au bord de la saturation pour les gens qu'on doit mettre éventuellement sous respirateur, parce que c'est ça. Et aujourd'hui, pour mettre 8 respirateurs nouveaux, pour mettre ces personnes dans des conditions d'être sauvées, il faut 96 personnes, Mano, 48 infirmières et 48 aides-soignants. Donc, si on veut qu'il y ait une continuité de soins, là, j'entends dire que des mesures sont en train d'être prises avec les compagnies aériennes pour voir éventuellement les rapatriements, alors qu'on sait que les hôpitaux sont presque saturés en France. Il faut que les Martiniquais soient responsables, qu'ils respectent les gestes barrières, qu'ils se fassent vacciner. Aujourd'hui, je veux saluer l'initiative de Mme la maire du Morne-Rouge, Jenny Dulis, qui a ouvert dans une petite commune du Nord un centre de vaccination qui a connu un plein succès. Comment la CTM ne peut-elle pas organiser des vaccinodromes au stade de Dillon ou ailleurs pour que les Martiniquais se fassent vacciner massivement? C'est la seule façon d'arriver à l'immunité pour qu'on puisse redémarrer nos activités. D'accord. Alors, concernant la plénière du 25 et du 26, donc plénière commence en présentiel, mais terminée chez soi, en visio. Vous avez abordé combien de points? Quels sont les points les plus marquants? Est-ce que le budget a été voté d'ailleurs? Oui, c'est l'information la plus essentielle de cette plénière. Oui. C'est le vote du budget, pas avec un résultat assez surprenant, parce qu'il y a eu quand même 31 pour, 11 contre et 8 abstentions. Il y a un élu qui n'a pas pris part au vote, en l'occurrence une élue. Mais qui n'a pas pris part au vote. Qui n'a pas pris part au vote, qui n'a pas répondu. Mais ce qu'il y a, c'est que la majorité, parce que c'est une majorité, MIM, PIA, RDM, donc a voté comme d'habitude ce budget. Donc au-delà de tout ce qu'on nous dit, sur les divisions, les querelles, je ne sais pas quoi, mais nous constatons qu'ils votent tous les documents budgétaires. Et il y a eu 2 collègues de l'opposition, la conseillère Valentin et le conseiller Pamphile, qui ont voté favorablement pour ce budget.
un budget qui a été critiqué par l'opposition, et par votre serviteur, parce qu'il ne répond pas notamment aux besoins sur la crise sanitaire. Alors, mais vous venez de dire quelque chose d'important. Est-ce que ça veut dire que Justin Pamphile serait passé de l'opposition au MIM avec M. Marie-Jeanne? C'est un signe en tout cas, un signal. Oui. Donc on verra dans les prochains jours. Il n'y a pas d'annonce officielle, mais dans les milieux, on va dire, politiques, c'est quelque chose qui circule très fortement, qu'il y aurait 2 maires du Nord qui seraient avec la liste du MIM. C'est le maire de Casse-Pilote et le maire du Lorrain, mais tout ça, c'est du conditionnel. On attend que chacun donne sa position. Alors, il semblerait qu'on aurait proposé à M. Pamphile la présidence de l'Assemblée. C'est toujours, lorsqu'on va aux élections, on fait toujours des promesses aux uns et aux uns. Peut-être que ce poste a été promis à plusieurs élus. Je n'en sais rien. Aux 2 maires du Nord, finalement. Voilà. Donc le président actuel du Conseil exécutif, il est passé maître dans l'art de ses manœuvres, on va dire, mais pour faire des promesses qu'il ne va pas tenir, comme dans le budget, la promesse de faire 230 millions d'euros d'emprunt en 2020, et on constate, le collègue Laventure a bégayé devant nous, finalement, pour nous dire qu'ils ont emprunté 125 millions d'euros. Ça veut dire qu'il n'a pas fait ce qu'il a dit, et pourtant, la majorité MIM, PIA, RDM a voté, alors que c'est elle-même, cette majorité, qui avait proposé qu'on fasse 230 millions d'euros au mois de juillet. Alors justement, est-ce que c'est pas un peu étrange ce comportement de PIA? Parce que, d'accord, c'est l'ancienne majorité MIM, mais ils sont divisés. Monsieur Nilor, PIA, co-président de PIA, se présente à l'élection. Et on a vu dans les différentes plénières que, ça ne va pas très bien avec le président Marie-Jeanne. Et c'est quand même étrange de voir que finalement, au bout du compte, tout le monde vote. Au bout du compte, voilà. C'est la même majorité qui a tenu le pays pendant 5 ans, qui aujourd'hui dit avoir des désaccords, mais sur quoi au juste, puisque le budget, qui est l'acte qui détermine les actions qu'on doit mener, est voté par cette même majorité. Donc, les électeurs pourront décider en fonction des informations et de la réalité. Mais surtout, il y a un chiffre qu'on n'a pas, c'est le montant de l'excédent de 2020. On savait que c'était une centaine de millions d'euros en 2019. Là, ce sera peut-être plus, vers 120 millions d'euros. Mais à aucun moment, ce chiffre ne sort et il faudra batailler ferme pour que les Martiniquais aient ce chiffre de l'excédent. Est-ce normal de ne pas avoir ce genre d'informations? Ce n'est pas normal. Comme c'est pas normal, comme on n'a pas l'inventaire. On n'a pas d'organigramme. On n'a pas l'organigramme. Après 5 ans. Après 5 ans, on n'a pas l'audit. On nous dit que les choses ont été corrigées, mais qu'est-ce qui a été corrigé? S'il y avait un déficit, il y a qu'à nous montrer l'audit et on va nous dire comment on a rétabli les comptes. Donc, c'est l'opacité, le manque de transparence, mais c'est un petit clan qui aujourd'hui s'accapare les rênes de la collectivité, qui ne veut rien lâcher. Comme pour les subventions, Mano. Aujourd'hui, pourquoi les agriculteurs, les marins-pêcheurs, pourquoi les commerçants, ceux qui ont fait des dossiers, ne touchent pas leur argent? C'est trop compliqué, trop long, trop de papier et la subvention ne vient pas. Et nous avons pu constater que les crédits n'existaient pas. Ils ont envoyé des notifications aux bénéficiaires, mais il n'y avait pas les crédits puisque le budget n'avait pas été voté pour pouvoir verser ces subventions à de très nombreuses entreprises, même Zouk TV, qui doit avoir des notifications de subventions depuis décembre de l'année dernière, et rien sur les comptes en banque. En fait, là, pour Zouk TV, ce n'est pas une subvention. En fait, nous avons diffusé, donc nous avons... une prestation. Une prestation qui... C'est encore plus grave. C'est une prestation avec un contrat signé par la CTM. Une convention. Une convention passée entre la collectivité. Voilà pourquoi, comme les artistes, ils ont remis le même montant qu'en 2019 de crédit pour les artistes, et on sait que le monde culturel est en crise. 23 millions d'euros de crédit pour les artistes en 2019. En 2021, ce sont les mêmes 23 millions d'euros. Cette politique n'est pas adaptée à la crise et aux besoins des Martiniquaises et des Martiniquais. D'accord. Alors, j'entends ça dire que peut-être que les élections vont être reportées. Est-ce que vous avez entendu ça par rapport à la crise sanitaire? Le Conseil scientifique doit se prononcer cette semaine pour donner au gouvernement son avis. Mais il faut savoir que dans la stratégie vaccinale du gouvernement, il y a une montée en puissance de la vaccination. L'armée, les pompiers,
les professionnels libéraux seront mobilisés. Il y a plus de doses de vaccins qui seront disponibles. Et l'objectif du gouvernement, certainement, c'est de faire qu'il y ait une forte proportion de personnes déjà vaccinées pour les élections. D'ailleurs, l'élection s'est tenue dans plusieurs pays de l'Union européenne. Donc, plusieurs pays européens ont organisé l'élection. Et en France, la majorité des présidents de conseils régionaux disent qu'il faut tenir les élections. Mais c'est le gouvernement qui a quelques jours, là maintenant, pour prendre un décret pour dire que si oui ou non, ces élections vont se tenir le 13 et le 20 juin prochain. C'est dans peu de temps. Dans peu de temps. Alors, revenons à la plénière de la CTM, à part le budget, moment critique de cette histoire, mais qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il y a eu un petit moment fort, oui. Mano, concernant Seguino. Parce que c'est quand même le sujet et l'un des thèmes de la campagne électorale. Hein, oui. Parce que il y a 9,5 millions dans le budget pour l'eau et l'assainissement, quand il faut faire 300 millions d'euros d'investissement. Donc, à ce rythme-là, il faut au moins 30 ans pour régler le problème de l'eau et de l'assainissement en Martinique, puisqu'il y a d'autres financements par ailleurs. Mais il y avait une lettre qui avait été adressée à monsieur le Premier ministre par le président de l'Assemblée, le collègue Claude Lise, le président Lise, qui disait ceci. En effet, le 11 juin 2020, soit depuis bientôt 8 mois, l'Assemblée s'est majoritairement prononcée en faveur d'une solution destinée à mettre fin à un conflit vieux de 11 ans entre un propriétaire foncier et successivement le département puis la CTM. Cela en vue de permettre le plus rapidement possible le démarrage des travaux nécessaires au rétablissement de la canalisation d'eau de Seguino. Et monsieur le Premier ministre répond donc à monsieur le Président de l'Assemblée le 4 mars, voici le courrier, et qu'est-ce qu'il dit, monsieur le Président ? Vous avez appelé mon attention sur le différend qui vous oppose au président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique concernant le rétablissement d'une canalisation d'eau votée par votre Assemblée. Donc, maintenant, le Premier ministre est saisi. Alors, il décide de renvoyer le dossier au ministre des Outre-mer, M. Lecornu, et à Mme Pompili, ministre de l'Environnement. Le gouvernement, maintenant, a les éléments pour pouvoir donner sa position. Et le courrier montre comment le Premier ministre est assez embarrassé puisqu'il nous dit qu'il y a bien un conflit entre le président de l'Assemblée et le président du Conseil exécutif qui refuse d'exécuter une décision de l'Assemblée. Donc, prochaine plénière, enfin, ou bien avant les élections, nous saurons si le dossier a évolué. Est-ce que le ministre des Outre-mer va écrire aussi à monsieur le président de l'Assemblée ainsi que Mme Pompili? Mais nous, vice-présidents, notamment le collègue Yann Monplaisir et moi-même, nous avons suggéré à M. le président de l'Assemblée de faire un nouveau courrier à M. Castex pour faire le point sur la situation actuelle et montrer comment le président du Conseil exécutif ne veut pas exécuter une décision de l'Assemblée. Voilà donc pour ce dossier quand même qui va mobiliser. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'il y a un blocage prévu par le Comité citoyen du Sud à l'Espace Sud qui a une revendication que je partage. Il faut aujourd'hui enlever un semestre sur la facture d'eau des personnes qui ont été privées d'eau par la faute de ceux qui n'ont pas fait les travaux. Donc aujourd'hui, les citoyens qui réclament que leur facture soit diminuée et qu'on enlève un semestre, c'est normal, c'est légitime et j'espère que le comité citoyen aura gain de cause. Et qu'est-ce qu'il a répondu le président Claude Lise le président... Par rapport à ce que dit le Premier ministre et puis à votre proposition aux deux vice-présidents? Nous aurons une réunion tout à l'heure. Nous sommes presque en direct là. Il y aura dans quelques minutes une réunion du bureau de l'Assemblée. Et donc, je pourrai interroger le président Lise sur la position qu'il aura sur ce courrier qu'il faut adresser à M. Castex pour faire évoluer la situation. Mais l'objectif, c'est de faire qu'il y ait les investissements. Il y a ce point de vue juridique. Mais dans le budget voté par la majorité MIM-PIA-RDM, il n'y a pas les crédits suffisants pour faire les travaux pour le rétablissement d'une eau potable tous les jours chez tous les Martiniquais. C'est ça la réalité. Et qu'en est-il de la plainte au niveau du tribunal administratif? Ça n'a pas bougé. Pas de réponse de monsieur le préfet. Nous attendons toujours le mémoire en réponse de monsieur le préfet et de son avocat. Apparemment, silence complet. Je peux comprendre, c'est assez embarrassant
pour l'État. Parce que là, il y a la réalité, une délibération qui doit s'appliquer. Donc ils sont certainement en train de trouver une petite formule juridique, mais surtout peut-être qu'ils attendent le résultat des élections pour trancher tout cela. Alors si je comprends bien, le président du conseil exécutif est indépendantiste, le président de l'Assemblée est autonomiste. Voilà. Et ils doivent tous les deux s'adresser à l'État français pour régler un problème entre eux. Voilà. Voilà la situation, alors que nous avons une loi, la loi de juillet 2011, qui a 10 ans cette année, et qui en fait donne une autonomie réelle à la collectivité territoriale de Martinique, qui est gestionnaire des fonds européens. Ça, et là nous avons une discussion sur un fonds qui s'appelle les fonds Jérémie, 28 millions d'euros qui sont destinés aux très petites et aux petites entreprises. Ce fonds n'a pas été mis en œuvre. Ça a été voté par l'Assemblée en juin 2018. Ça a été un gros sujet avec les aides. Et là encore, on voit que le président du conseil exécutif n'applique pas une délibération claire qui lui demande de mettre en œuvre ces fonds pour les petites entreprises. Oui, mais les électeurs vont devoir ça fait quand même bizarre. Enfin, moi, je trouve bizarre que un autonomiste, un indépendantiste demande au tribunal, enfin, au Premier ministre, voire au président de la République, de trancher un problème martiniquais. C'est un problème qui aurait dû être réglé entre nous. Majeur. Je me demande aujourd'hui quel est le regard de ce gouvernement sur nous à la Martinique, en fait. Je pense qu'ils n'ont pas un regard très positif, pour ne pas dire autre chose, sur nous. C'est-à-dire qu'ils nous regardent, nous ne savons pas, quand je dis nous, c'est nous, c'est vrai, la collectivité territoriale de Martinique ne sait pas utiliser les millions d'euros. D'ailleurs, le budget augmente parce qu'il y a une augmentation des dotations de l'État et il y a une augmentation des fonds européens. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas mettre en œuvre une politique de travaux pour réparer les routes, par exemple la route à Besaudin, la RD15, accompagner, acheter des machines à glace pour les marins pêcheurs, donner cette subvention aux agriculteurs. C'est-à-dire qu'il y a une chamaillerie entre les deux présidents, autonomistes et indépendantistes, et le refus, en fait, d'appliquer une loi qui, je le répète, nous donne l'autonomie. Et d'ailleurs, ceci doit nous conduire à étudier de nouveaux rassemblements. C'est ce à quoi nous nous attelons. Faire que ce clivage droite-gauche soit dépassé. Parce que c'était le statut qui opposait la droite et la gauche en Martinique. Aujourd'hui, il y a une loi qu'il faut mettre en œuvre, il faut l'appliquer. Elle nous donne de vraies prérogatives de gestion qu'aujourd'hui, les indépendantistes et une partie des autonomistes n'utilisent pas. Et c'est ça, hélas, le malheur actuel du pays. Très bien. Alors, Monsieur Lordino, là, c'est probablement la dernière fois que vous vous adressez aux Martiniquaises et aux Martiniquais qui nous regardent sur la TNT, puisque vous savez que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pris de manière arbitraire à 8000 km la décision de nous supprimer, de ne pas renouveler notre autorisation sur la TNT. Il faut savoir quels sont les gens qui vont être impactés. Ce sont, j'ai envie de dire, les gens d'origine modeste qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce que la TNT, la télévision numérique terrestre, permettait à tous de mettre une antenne râteau sur son toit et de voir 11 chaînes gratuitement. Aujourd'hui, pour voir Zouk Télévision, ils devront soit prendre un abonnement à SFR, soit à Canal Satellite, ou encore à le nouveau satellite qui est en fonction depuis quelque temps, TV Caraïbes. Donc c'est la toute dernière fois qu'ils pourront vous voir librement, gratuitement sur la TNT, mais ne vous inquiétez pas, lorsque vous reviendrez, nous serons vus sur les autres réseaux. Mais qu'est-ce que ça appelle de votre part comme... je ne sais pas moi, pas de décision, mais est-ce que ça vous interpelle en fait? Bien sûr que je suis interpellé, comme tout élu, comme tout Martiniquais, sur quoi? Sur la liberté d'information. Parce que de la même manière que François Mitterrand avait créé les radios libres, il y a maintenant les télés libres, alors, qui permettent de faire émerger une opinion martiniquaise. C'est-à-dire qu'on sort de la violence pour aller dans le débat démocratique et pacifié. Donc, il nous faut des télévisions comme Zouk TV pour que les gens puissent s'exprimer et non pas aller saccager des entreprises ou le bien des autres Martiniquais. Pour éviter cet affrontement physique, il faut, c'est normal, le débat d'opinion. Et
Et c'est pourquoi je vais m'investir avec Zouk TV pour qu'il y ait une continuité de l'information, le pluralisme de l'information. Et je suis très étonné que le président du conseil exécutif et que les autres personnes ne prennent pas la tâche de Zouk TV pour voir comment on peut mettre le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devant ses responsabilités. Il faut arrêter de frapper les plus démunis, les plus faibles, ceux qui n'ont pas les millions d'euros. En ce moment, je sais que le président Macron prend langue, discute avec les grands patrons de presse français là, ces jours-ci là. Il continue la démarche. Bon, il y a des élections à venir. Il faut dire les choses. Donc, alors, d'un côté, on a tous les gros et les puissants qui ont les moyens, et puis les Martiniquais sont là, sont mis de côté. Non. Là, maintenant, nous devons faire ce qu'il y a à faire. D'abord, il faut que la CTM paie les subventions, les prestations à Zouk TV pour permettre de... Parce qu'il y a des salariés, il y a aussi des collaborateurs. L'audiovisuel, c'est l'avenir. La production culturelle, elle passe aussi par la télévision. Ce n'est pas par hasard qu'on le fait. Donc, il faut que la CTM accompagne et que les élus se mobilisent. Je me tiendrai informé, je veux faire passer le message aux autres collègues. Mais les Martiniquais doivent soutenir leur télévision, comme ça a été fait par ailleurs pour une autre télé. Alors pourquoi pour les autres et pourquoi pas pour Zouk TV? Donc Mano, je mènerai cette bataille avec vous pour, je le répète, le pluralisme de l'information en Martinique. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je rappelle que M. Fred Lordino, vous êtes le 4e vice-président de l'Assemblée de Martinique. Et vous nous annoncez aussi peut-être une prochaine plénière avant l'élection. 13, oui, ouais. Il y aura même 2 plénières de prévues, 13, 14. Et là, j'espère que je pourrai vous donner les éléments en live comme d'habitude pour permettre aux Martiniquais de se faire une opinion. En tout cas, merci beaucoup quand vous parlez de pluralité, oui, parce que certaines personnes trouvent que nous sommes trop ouverts à recevoir tout le monde ici à Zouk Télévision. Donc je continue à le faire, je continuerai à le faire. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à pacifier les Martiniquais entre eux. Et pour cela, il faut que tout le monde ait droit à la parole et que les gens puissent échanger de manière calme au lieu de faire des choses un petit peu... violentes, extrémistes qui n'amènent à rien. Cela s'appelle, Mano, la liberté. En tout cas, chez nous, il y a la liberté d'expression et l'oralité, c'est important pour nous. Merci, M. Fred Lordino, et à très bientôt. Merci. Merci, Manuela. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite.